Vous m'entendez? Aïe, 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 il y a un problème. Encore et encore. Non, pas d'image. Aïe, aïe, qu'est-ce qui se passe là? On continue? Ça y est, c'est réglé pour tout le monde? Oui, parfait. Les étiologies avant 6 mois. Si je suis devant un nourrisson âgé de moins de 6 mois, qu'il arrive à ma consultation, je suis l'interne de garde de pédiatrie, il est dyspnéique. Là, je m'intéresse à la pathologie malformative. Première malformation qui est fréquente chez l'enfant, c'est la laryngomalacie. En fait, qu'est-ce que c'est une laryngomalacie? Quand vous voyez à votre gauche, c'est l'aspect d'un larynx chez un enfant qui présente une laryngomalacie. C'est une épiglotte qui est très flasque, qui est tubulée. Ça gêne la respiration de l'enfant. Ça gêne la respiration de la laryngite récidivante. Alors, il y a au cours de la laryngite récidivante avant l'âge de 6 mois, on recherche des facteurs locaux, certainement. Toute laryngite qui est récidive, surtout avant l'âge de 6 mois, je dois rechercher des facteurs malformatifs, tumoraux ou irritatifs, RGO ou l'allergie. Ça, c'est une règle. Donc, j'ai dit bien laryngomalacie. Typiquement, c'est l'enfant qui est gêné sur le plan respiratoire. C'est une gêne inspiratoire. Quand vous le voyez, l'enfant il a une dépression au niveau du creux épigastrique. Là, cette dépression, elle est inspiratoire. Sa gêne est inspiratoire. Il émet un bruit respiratoire typique on appelle le stridor congénital, un bruit aigu. Quand je fais l'examen laryngé, vous voyez l'image à gauche voilà, c'est typique d'une laryngomalacie. Ça, c'est en ce qui concerne la malformation la plus fréquente. Les sténoses laryngées, oui. Les sténoses laryngées congénitales, ça peut se voir. Heureusement qu'elle est rare parce que c'est des malformations qui est létale. Les tumeurs laryngées, oui, il y a des tumeurs laryngées avant l'âge de 6 mois. Première tumeur à évoquer, pour répondre à votre question laryngite avant 6 mois, la tumeur à y penser, c'est l'hémangiome sous-glottique. Qu'est-ce que c'est l'hémangiome sous-glottique? L'hémangiome sous-glottique, c'est le tableau typique d'un nourrisson dyspnéique avant l'âge de 6 mois. Généralement, c'est une fille. Après quelques semaines de sa naissance, elle commence à être gênée. Elle fait des laryngites aiguës sous-glottiques récidivantes et rapprochées qui répondent mal à la corticothérapie. Si je fais un bon examen laryngé, motivé toujours par cette récidive, pourquoi mon malade fait des récidives autant fréquentes, là, je fais le diagnostic d'une tuméfaction molle de type vasculaire. Le traitement est fait appel à la corticothérapie dans les formes bien tolérées corticosensibles. Si vous examinez le malade, vous allez vous orienter par des taches d'hémangiome cutané. Voilà, vous voyez les taches au niveau de la cuisse, un hémangiome cutané. Lorsque j'examine le malade, là, vous voyez ce bambement d'allure vasculaire au niveau de l'étage sous-glottique. Voilà. Également, les tumeurs, c'est les kystes laryngés. Donc, enfant, moins de 6 mois égale rechercher une pathologie malformative ou bien tumorale. Vous gardez toujours en tête l'hémangiome sous-glottique. Pour conclure, en ce qui concerne l'enfant,
La dyspnée laryngée, c'est une urgence pédiatrique. C'est une urgence qui peut mettre en jeu rapidement le pronostic vital d'un enfant. Il faut savoir la reconnaître, premier réflexe. Il faut bien apprécier la gravité pour adapter votre prise en charge thérapeutique. Tout diagnostic étiologique repose sur un bon examen, un bon interrogatoire, toujours différé après la libération des voies aériennes supérieures. C'est clair jusque-là ou pas? Traitement de kyste. Alors, traitement de kyste, oui, ça fait beaucoup de détails pour vous, mais oui, pour répondre à votre question, le kyste laryngé et juxtalaryngé, traitement est chirurgical par marsupialisation ou chirurgie par voie externe. Alors, maintenant, on passe à l'adulte. Alors, pour l'adulte, on va détailler, n'hésitez pas de me poser des questions, hein. Pour l'adulte, on va parler des particularités toujours de la dyspnée laryngée chez l'adulte et on va détailler les, les étiologies parce qu'on en a parlé déjà du principe physiologique et physiopathologique de la dyspnée laryngée ainsi que le diagnostic clinique et des principes de l'examen clinique, les règles à faire et les règles à ne pas faire. Une minute, je vais partager avec vous le cours de la dyspnée chez l'adulte. Alors, une minute, juste une minute. Non, le cours de l'adulte n'est pas sur la plateforme. On va faire la même chose pour gagner du temps, puis je vais vous l'envoyer sur la plate. Alors, non, ما عرفت حطيتيه قلتي لي في الفلاش تاعي نبارطاجيه. D'accord. Il faut que je le fasse. Adulte. هذا هو الكور. L'adulte. Parfait.
Vous voyez le cours maintenant? Le cours de la dyspnée laryngée de l'adulte? Oui, parfait. Merci. Alors, dyspnée, toujours. Quand on dit une dyspnée laryngée, c'est une dyspnée inspiratoire. C'est une dyspnée obstructive qui témoigne d'un obstacle à un étage ou plusieurs étages du larynx. Chez l'adulte, la dyspnée laryngée est généralement chronique. Comme on avait dit, enfant, il faut toujours rechercher la notion de corps étranger, et chez l'adulte, il faut toujours évoquer l'hypothèse d'un cancer ORL, d'un cancer laryngé derrière, surtout s'il s'agit bien d'un fumeur, euh, d'un patient qui présente tous les facteurs éthylotabagiques des cancers des voies aérodigestives supérieures. Toujours, c'est une urgence ORL qui impose de libérer les voies respiratoires, puis détailler le diagnostic étiologique. Sur le plan physiopathologique, c'est le même principe comme chez l'enfant. La mise en jeu des muscles respiratoires, l'allongement du temps respiratoire. Le diagnostic positif également, c'est une bradypnée inspiratoire associée à un bruit respiratoire aigu, un stridor ou cornage, un bruit grave, tirage, une dépression au niveau des parties molles. Pour ne pas tomber dans la répétition, si la dyspnée elle est moindre, elle est gérable, je peux interroger mon malade. Surtout parce que si un adulte, je m'intéresse à ses habitudes de vie, le tabagisme, l'éthylisme, son niveau socio-économique, ses antécédents personnels de chirurgie, de traumatisme, laryngée interne ou externe ou du chirurgie antérieure. Quelqu'un parmi vous il peut me poser la question pourquoi je cherche les antécédents d'une chirurgie thyroïdienne. L'explication est simple. Il faut savoir que l'innervation du larynx est assurée par une branche du nerf vague. Cette branche est appelée le nerf laryngé inférieur. Le nerf laryngé inférieur présente des rapports intimes avec la glande thyroïde. Donc, toute chirurgie de la thyroïde risque d'endommager ce nerf. Si le nerf est endommagé, ça va causer une fermeture de l'étage glottique et donc une dyspnée laryngée. Donc, je cherche toujours une chirurgie thyroïdienne chez tout adulte qui présente une dyspnée inspiratoire. Chez l'adulte, l'examen local, certes, après avoir fait mon diagnostic, rechercher les signes de lutte et de gravité, je m'intéresse également, y a-t-il une adénopathie derrière, quand je parle plusieurs ganglionnaire, y a-t-il des cicatrices qui témoignent d'un traumatisme cervical ancien, d'une trachéotomie antérieure ou d'une chirurgie de la thyroïde également. Ça, c'est en ce qui concerne l'examen clinique. Si l'État le permet, je fais un examen, une laryngoscopie indirecte, que ce soit au miroir ou à la nasofibroscopie, toujours si le cas, si l'état du malade le permet, pour faire une étude statique et dynamique du larynx. Les examens complémentaires ne seront demandés qu'après stabilisation de son état respiratoire. Si on parle d'examen complémentaire, chef de file, c'est la laryngoscopie directe. C'est une laryngoscopie qui se fait sous anesthésie générale. Elle n'est faite que si la dyspnée chronique elle est bien compensée ou gérée. C'est un moyen diagnostique, performant pour explorer le larynx et faire des prélèvements histologiques si on suspecte une pathologie maligne derrière. Les autres examens complémentaires à type imagerie, la tomodensitométrie et l'imagerie par résonance magnétique sont demandés toujours après gestion de l'urgence pour établir et étayer mon diagnostic étiologique. Le diagnostic différentiel se pose toujours avec les dyspnées métaboliques, les dyspnées cardiaques et pulmonaires qui sont des polypnées d'origine neurologique, les, les dyspnées obstructives, telles qu'une crise d'asthme qui intéresse les deux temps, qui est une bradypnée expiratoire, les dyspnées trachéales qui intéressent les deux temps. Donc je répète, si l'obstacle est laryngé, la dyspnée intéresse le temps inspiratoire. Si l'obstacle est siège au niveau de la trachée, la dyspnée, elle intéresse les deux temps respiratoires. Si l'obstacle il siège au niveau plus bas, au niveau des branches, comme c'est le cas d'une crise d'asthme, là, c'est la dyspnée, elle intéresse le temps expiratoire. Ça, c'est fondamental. Là, pour le diagnostic de gravité, il faut garder en tête cette diapositive. Une dyspnée inspiratoire, laryngée, elle est dite grave si elle dure de plus d'une heure, sans amélioration malgré le traitement. Si
les signes de lutte sont intenses. Si la cause derrière, c'est une épiglottite ou un corps étranger qui est totalement obstructif, responsable d'un état d'asphyxie. S'il y a des signes d'hypercapnie, des sueurs, hypertension artérielle, l'agitation et la tachycardie. Des signes d'hypoxie également. Un malade qui est cyanosé présente des signes de défaillance viscérale avec une chute de sa saturation en oxygène. Des signes d'épuisement représentés par l'irrégularité du rythme respiratoire, les pauses respiratoires et la disparition des signes de lutte. La présence de comorbidité également fait aggraver le pronostic, les troubles hémodynamiques ainsi que l'installation de troubles de la conscience. Le diagnostic étiologique, les dyspnées laryngées chez l'adulte évoluent volontiers sur un mode chronique, en dehors des quelques étiologies bien précises d'une dyspnée laryngée aiguë, telles que le corps étranger et les traumatismes. Dyspnée aiguë chez l'adulte, j'élimine un œdème laryngé, que ce soit d'origine infectieuse, allergique ou inflammatoire. L'épiglottite de l'adulte, toujours, c'est le tableau du malade qui est fébrile, il a la voix éteinte, il n'arrive pas à respirer, il n'arrive pas à ouvrir, il n'arrive pas à fermer, il garde sa bouche entre-ouverte avec une hypersialorée parce qu'il n'arrive pas à avaler sa salive. Quand je fais un examen du larynx à l'aide d'une nasofibroscopie ou du miroir laryngé, je fais le diagnostic par la mise en évidence d'une épiglotte qui est bien enflammée, siège de sécrétion purulente juste autour. C'est une hospitalisation, c'est un traitement en milieu hospitalier parce que c'est une urgence qui fait appel toujours à une antibiothérapie parentérale adaptée ensuite aux germes. Et si la situation respiratoire se dégrade, pour répondre à votre question, l'intubation ou la trachéotomie, elle est indiquée. Autre cause rare de laryngite chez l'adulte, la grippe, la tuberculose laryngée et les laryngites de lumino-déprimés. Voilà, c'est une image d'un larynx qui est très enflammé, très tuméfié, très rétréci à cause d'une tuberculose laryngée. Les causes inflammatoires, comme chez l'enfant, un œdème de Quick, c'est une urgence, que ce soit déclenché par une origine allergique alimentaire, médicamenteuse ou voire même une piqûre d'insectes. Surveillance en milieu hospitalier, administration d'antihistaminiques. Attention à la défaillance viscérale qui indique l'administration de l'adrénaline par voie sous-cutanée en milieu hospitalier. Le traitement préventif est très important dans ce cas-là. Pour éviter un incident si grave, il repose sur l'éviction de l'allergène. Le démangeau neurotique, on n'a pas détaillé chez l'enfant parce qu'en fait, c'est une pathologie héréditaire, certes, mais qui se manifeste généralement à l'âge adulte. Sur le plan physiopathologique, en rapport avec un déficit des inhibiteurs de la C1 estérase, une partie du complément, qui se manifeste par des œdèmes au niveau cutané, au niveau du muqueuse. Parmi les muqueuses intéressées, c'est la muqueuse laryngée. Donc, la dyspnée laryngée peut être un mode de révélation. Des fois, c'est des douleurs abdominales. Le traitement, il fait appel à des anabolisants stéroïdiens. Il faut juste y penser. C'est pas fréquent, mais il faut y penser. Les brûlures par inhalation de gaz. Les traumatismes laryngés également externes par un traumatisme, un coup de poing, ou interne, surtout interne, il faut rechercher la notion d'une intubation antérieure chez le malade à cause d'une chirurgie ou un traumatisme crânien. Votre malade il a été intubé pendant une longue durée. Ensuite, il devient dyspnéique. Là, il faut toujours penser à un rétrécissement de la filière laryngée suite à ce traumatisme interne causé par la sonde d'intubation. L'inhalation de corps étrangers. Oui, certes, c'est un accident, c'est pas fréquent chez l'adulte comme chez l'enfant, mais on peut le voir. Le malade, il peut se présenter dans un tableau asphyxique. Quand il est asphyxique, les parents ils vont vous dire il est en train de manger, d'un seul coup, il a fait une fausse route, il devient dyspnéique, il n'arrive plus à respirer. Là, le corps étranger, certainement, il est bloqué au niveau de la filière aérienne. Si le corps étranger n'arrive pas à dépasser le larynx, il reste enclavé. Dans les meilleurs des cas, il dépasse le larynx, il reste au niveau bronchique. Là, la dyspnée, elle est gérable. Contrairement au tableau premièrement décrit, qui est le tableau asphyxique au corps étranger, il bloque complètement la filière aérienne. Généralement, c'est des corps étrangers alimentaires dans ces situations chez l'adulte. On a parlé des dyspnées aiguës, on passe aux dyspnées chroniques. Dyspnée chronique chez l'adulte, premier réflexe, éliminer une cause tumorale, un cancer du larynx. Chez tout adulte,
qui présente des habitudes, qui fume, qui boit de l'alcool, c'est un facteur de risque de cancer des voies aérodigestives supérieures. Il faut faire un bon examen du larynx après la gestion et la libération des voies respiratoires et éliminer un cancer du larynx. À votre droite, vous voyez un malade qui est alité au bloc opératoire. Vous voyez la volumineuse adénopathie métastatique. L'image juste à côté, c'est une laryngoscopie qui montre une tumeur infiltrante très hémorragique qui intéresse toute la corde vocale droite ainsi que la commissure antérieure. Juste en bas, il y a une image scanographique qui montre un cancer évolué. Et là, vous voyez la dernière image, vous voyez la pièce opératoire, un larynx ouvert. Il est touché par un cancer qui intéresse les 3 étages du larynx. Vous m'entendez pour ceux qui mentionnent sans couper? Vous m'entendez, hein? Je suppose. Vous m'entendez, oui ou non? Oui, parfait. On a parlé des tumeurs malignes. On parle des tumeurs bénignes. Les tumeurs bénignes, oui, on peut voir une papillomatose laryngée chez l'adulte, certes. Autres tumeurs peuvent se voir, au dépend de l'étage sous-glottique dans le fameux chondron. Une laryngocèle qui est un sac aérien qui fait hernie à l'intérieur ou à l'extérieur du larynx, au dépend de son ventricule. Autres tumeurs, on peut les voir rarement. Elles sont exceptionnelles, comme les kystes, les lipomes, les tumeurs nerveuses et les tumeurs, les angiomes. Les sténoses laryngées également. Vous voyez là un larynx qui est sténosé, au dépend de son étage sous-glottique. Chez ce malade, c'était secondaire à une intubation prolongée dans un service de réanimation. Troisième cas de figure, l'origine neurologique. Il faut savoir, on a déjà parlé, des diplégies laryngées. Qui dit diplégie laryngée dit une paralysie bilatérale des 2 cordes vocales. Cette paralysie récurrentielle bilatérale peut être causée par plusieurs causes, dont la chirurgie thyroïdienne quand on traumatisme quand on fait un traumatisme du nerf à l'occasion de cette chirurgie. Je vous rappelle toujours, rechercher des antécédents chirurgicaux cervicaux, justement pour évoquer cette hypothèse de diplégie laryngée. Si je suspecte ça, quand je fais l'examen de mon larynx, certes, il a un aspect parfaitement statique, parfaitement normal, c'est-à-dire il n'y a pas une tumeur, mais sur le plan dynamique, il y a une immobilité des 2 cordes vocales. Qui dit immobilité des 2 cordes vocales dit pas de respiration, la filière n'est pas ouverte. Donc, c'est un malade qui vient à votre consultation au stade de dyspnée inspiratoire et vous trouvez à l'interrogatoire une notion de chirurgie, auparavant cervicale, plus précisément thyroïdienne. Voilà, c'est en ce qui concerne les dyspnées laryngées de l'adulte. On vous dit toujours que la dyspnée d'allure chronique domine le tableau des dyspnées laryngées de l'adulte, contrairement à l'enfant. Les cancers pharyngolaryngés et les sténoses cicatricielles constituent le principal étiologie. Toujours une enquête étiologique dépend toujours de la gravité de la dyspnée qui peut nécessiter un geste d'urgence avant d'entamer l'étape diagnostique étiologique. Je reviens à vos questions. Je pense qu'on a dépassé le temps, mais je pense qu'il reste un peu à en profiter. Alors, on s'est arrêté dans les questions sur... Alors, on a parlé des kystes. Alors, il y a quelqu'un qui pose la question, quel est le signe le plus fidèle du dyspnée laryngée? Alors, il n'y a pas un signe fidèle. C'est tout un contexte. Vous gardez toujours une gêne respiratoire. Vous regardez votre malade, le malade, il va vous dire « je respire mal ». Quand vous le regardez, quand il respire, vous remarquez que sa gêne intéresse l'introduction de l'air et pas l'expiration. Là, je marque dans ma fiche, la dyspnée, elle est inspiratoire. Je regarde bien, je vois dans son cou qu'il y a des dépressions au dépend des parties molles. On appelle tirage. C'est un tirage qui intéresse les crossus sternales, susclaviculaires. J'entends sa respiration, il va émettre un bruit. Je marque ce bruit est-il aigu, donc c'est un stridor. Je pense à l'étage susglottique. C'est un bruit grave, donc c'est un cornage, je pense à une autre étiologie au dépend de l'étage sous-glottique. C'est ça le diagnostic clinique, ce n'est pas un seul signe qui est fidèle. Explication de la laryngomalacie. Alors,
Je n'ai pas expliqué parce que ça fait beaucoup de détails. Une laryngomalacie, c'est, on l'appelle autrement le stridor congénital essentiel. Pourquoi? Parce que c'est le tableau d'un malade qui, au cours des premières semaines de sa vie, sa maman rapporte la notion qu'il est gêné quand il allait, surtout parce que en fait, le seul effort qu'il fait un nourrisson, c'est l'allaitement, quand il allait ou bien quand il fait un effort de défécation. Elle vous rapporte qu'il est gêné, il respire mal à l'allaitement. Également, quand vous vous rapprochez de l'enfant, vous entendez un bruit aigu. C'est un stridor. Là, vu l'âge, vu le contexte, le bruit respiratoire et l'absence de signes de gravité, là, vous faites un examen du larynx, vous allez mettre en évidence qu'il y a un aspect tubulé de son épiglotte. Qui dit un aspect tubulé, dit une épiglotte qui est à la base flaccide, qui est inspirée facilement à l'intérieur du larynx quand on inspire de l'air. C'est cette inspiration de l'épiglotte quand on introduit de l'air qui cause la gêne respiratoire. Généralement, le traitement est fait appel à des règles hygiéno-diététiques, l'épaississement des repas et le tarissement de ces troubles avec la maturation du larynx. Heureusement, c'est dans la plupart des cas. Dans d'autres cas où il y a des signes de gravité dans le sens retentissement staturo-pondéral de l'enfant, là, le traitement chirurgical est indiqué par voie endoscopique. J'ai répondu à votre question. Si vous avez compris, vous mentionnez oui pour qu'on passe à une autre question. Parfait. Alors, qu'est-ce qui reste en question? Alors, en principe, il ne reste pas. Donc, je répète. Une gêne respiratoire au dépend du temps inspiratoire, un allongement du temps respiratoire, donc c'est une bradypnée, associé à un tirage, un bruit respiratoire, je recherche toujours les signes de gravité. Signes de gravité présents, ça sous-entend que je dois libérer mes voies respiratoires. Si les signes de gravité ne sont pas présents, je peux mener mon interrogatoire, mes examens complémentaires en fonction de l'état respiratoire de mon malade. Écoutez, c'est une urgence vitale. Hein. On est toujours amené à consulter un malade qui présente cette urgence à n'importe quel moment de notre parcours professionnel. Alors, quel est l'antibiotique qu'on doit donner aux urgences? Très bien. Première des choses, on ne donne pas un antibiotique aux urgences. Quand on dit épiglottite, la question de votre collègue, c'est que quel antibiotique on doit donner aux urgences en cas d'épiglottite en première intention. L'épiglottite, ça se traite en milieu hospitalier, pas aux urgences. Ça, c'est le premier réflexe. Deuxième réflexe, c'est l'antibiothérapie, elle est probabiliste. Généralement, c'est une céphalosporine de troisième génération par voie parentérale. Je fais des prélèvements bactériologiques. En fonction de ces prélèvements bactériologiques et de mon antibiogramme, l'évolution surtout de mon malade, j'ajuste mon traitement. S'il répond, je le garde. S'il ne répond pas, j'ajuste. En première intention, donc, c'est une céphalosporine de troisième génération en dehors de l'allergie. Parfait. Entre-temps, je vous rappelle toujours, nourrissant plus de 6 mois, apéritique, dyspnéique, premier réflexe, vous êtes interne de garde en pédiatrie, éliminez le corps étranger suffocant. Puis, vous avez le temps de passer aux autres causes des laryngites. Une laryngite avant 6 mois égale rechercher une cause derrière. Que ce soit tumoral, malformatif ou irritatif. Encore? Est-ce qu'on arrête ou pas? Mais pas d'image. Ah bon? Alors, qu'est-ce qu'il y a? Enfin, en fait, on a terminé le cours. Hein. Vous pouvez m'envoyer un mail d'un de vos collègues. Vous m'entendez?
Est-ce qu'on doit mettre le patient sous oxygénothérapie tout en cherchant l'étiologie? Oui, en fonction de la cause. Si, par exemple, tu es un malade dyspnéique, l'étiologie très probable, c'est un corps étranger. Tu ne vas pas t'amuser à lui faire une oxygénothérapie. La cause est claire, tu dois le retirer, le corps étranger. Par contre, si tu es devant un adulte, tu prévois chez lui de faire une trachéotomie parce qu'il fait une dyspnée laryngée à cause d'un cancer du larynx, oui, tu peux le mettre en position demi-assise, tu lui donnes de l'oxygénothérapie en attendant que tu prépares ton matériel de trachéotomie. Mais dans un contexte très aigu où la cause est claire, où on doit agir comme le corps étranger, ça ne sert absolument à rien. Hein. Alors, la question, quand on reçoit un enfant avec un corps étranger au niveau du larynx, est-ce qu'on l'oriente directement ou bien des mesures spécifiques? La question elle est très bonne, elle est excellente même. Je ne sais pas, est-ce que vous avez fait le cours ou vous allez le faire après? Vous avez fait le cours de corps étranger ou pas? Vous mentionnez oui ou non? Ah, ce matin? Ah d'accord, j'ai pensé que c'est le cours juste après. Ok. Face à un corps étranger, votre conduite à tenir, votre attitude va dépendre de plusieurs facteurs. Le premier, c'est quoi? Le premier, c'est la gravité de la chose. Est-ce que c'est très sérieux? Est-ce qu'il y a beaucoup de signes de gravité? Deuxième chose, c'est que vous êtes à la maison, vous êtes dans un milieu hospitalier qui ne dispose pas de matériel adéquat ou vous êtes dans un milieu hospitalier adéquat qui dispose du matériel d'endoscopie pédiatrique. Premier cas de figure, nous sommes toujours dans une situation, parce que qui dit corps étranger, laryngé dit une situation grave. Là, déjà, c'est une situation sérieuse. Première des choses, vous êtes à la maison. C'est un corps étranger à affection. Vous pouvez faire ce qu'on appelle la manœuvre d'Emlich. C'est la seule indication d'ailleurs de la manœuvre d'Emlich. Vous êtes à la maison, la situation elle est très sérieuse, c'est un corps étranger suffocant. Par contre, si vous êtes dans un milieu hospitalier, là, vous ne faites pas de manœuvre de Mlich, c'est l'indication d'une endoscopie pédiatrique qui doit être certainement faite par quelqu'un qui est entraîné à faire les endoscopies pédiatriques. Ça, c'est un. Quelqu'un parmi vous, il peut me dire pourquoi je fais pas la manœuvre d'Emlich toujours, ça permet de sauver le malade. Certes, ça peut sauver le malade, mais il y a une autre éventualité que lorsque vous faites et les claques derrière le dos du malade, si vous faites la manœuvre, ce corps étranger, il risque de bloquer au niveau du larynx et aggraver encore la situation. Donc, on l'a fait juste si devant un corps étranger suffocant, je suis loin du milieu hospitalier. C'est ça pour répondre à votre question, mesures spécifiques face à un corps étranger laryngé. Voilà, j'ai vu le mail, je vais vous envoyer le cours sur mail tout à l'heure. Est-ce que c'est clair pour le corps étranger laryngé? Ok. Donc, qu'est-ce qui reste en question? En principe, il n'y a pas... Ah, alors, est-ce que la pharyngolaryngite allergique chronique peut se transmettre en un cancer laryngé? Pharyngolaryngite? Je préfère dire laryngite allergique. Une laryngite. Écoutez, il y a plusieurs types de laryngite. Il y a l'allergique, il y a la rouge, il y a la blanche. La seule laryngite qui risque de se transformer en un cancer, c'est la laryngite blanche. On l'appelle plus précisément les leucoplasies. Donc laryngite allergique, non, ça ne se transforme pas. Non. La seule laryngite précancéreuse, c'est la leucoplasie, la laryngite blanche. C'est bon? C'est clair? Ok. Encore? Y a-t-il encore? Oui, à la maison. Il y a une qui pose la question à la maison, on fait un corps étranger laryngé, tu fais que le manœuvre d'Emlich. Oui.
C'est la seule façon avec laquelle tu peux sauver l'enfant à la maison. Tu n'as ni une sonde d'intubation, ni de quoi exposer son larynx et l'extraire. Juste, il faut vérifier que le corps étranger, quand un incident pareil il arrive chez l'enfant ou chez l'adulte, il faut vérifier juste que le corps étranger n'est pas pharyngé, parce que des fois, il se bloque au niveau du pharynx et il est accessible à l'extraction à la main. Hein. En dehors de ça, s'il est laryngé, le malade il est cyanosé, il a toussé, il fait un accès de suffocation, le corps étranger il est laryngé, oui. La seule façon à la maison, c'est tu fais une manœuvre d'Emlich. Hein. Tu ne vas pas l'intuber, tu ne vas pas faire une bronchoscopie à la maison. Encore? Est-ce qu'on a terminé ou il y a d'autres questions? Je ne cesse pas de vous répéter. Corps étranger chez l'enfant, il faut toujours y penser. Un cancer chez l'adulte, il faut toujours y penser. Attention, il ne faut pas passer à côté d'une épiglottite. C'est une urgence. Alors, y a-t-il d'autres questions? Parce qu'il me reste juste 3 minutes. On me dit qu'il n'y a que 3 minutes devant moi. Je répète toujours, pas d'examen complémentaire, pas de scanner, sauf état respiratoire qui le permet. Autre chose, j'ai oublié de vous le dire, il faut éviter de faire petit examen laryngé chez un enfant qui est dyspnéique avec signe de gravité, parce que il a une particularité de faire des spasmes à n'importe quel. Il est très sensible, il risque de faire des spasmes à n'importe quelle manœuvre d'examen. C'est clair? Je pense qu'on a fait le tour de la question. Je vous souhaite bon courage. Et je vais vous envoyer ce cours rectifié. En fait, le cours n'est pas sur la plateforme parce que c'est un cours rectifié. Je vais vous envoyer ces 2 cours par mail et vous le distribuer. Le temps qu'on les mette sur la plateforme, le nouveau cours. Je vous souhaite bon courage et à la prochaine.